Maintenant, nous allons aborder le deuxième grand chapitre de la tuberculose qui est le traitement de la tuberculose au Maroc. Nous allons donner les recommandations du programme national de la lutte anti-tuberculose. C'est-à-dire que les recommandations doivent être respectées par l'ensemble des médecins qui prennent en charge la tuberculose au Maroc. Quelques informations historiques. En 1944, la streptomycine a été découverte et elle a été utilisée seule pour le traitement de la tuberculose, mais on avait constaté la présence, le développement plutôt de résistance. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en évidence cette notion de mutant résistant dans une souche, et c'est la raison pour laquelle, après, le traitement antibacillaire comprenait au moins 2 antibacillaires. C'était justement pour éviter la sélection de mutants résistants. En 1952, on a découvert l'isoniazide. 1966, c'était la découverte de la rifampicine. Et à partir des années 80, on assiste au traitement moderne de la tuberculose, qui est un traitement de courte durée, de l'ordre de 6 mois à 9 mois, alors qu'auparavant, le traitement durait 24 mois environ. Et à partir des années 80, le traitement moderne est basé sur des stratégies thérapeutiques. Le but du traitement de la tuberculose, les buts du traitement sont, bien entendu, d'abord c'est la guérison du malade. Un deuxième but, c'est de couper la chaîne de transmission. C'est-à-dire que si on traite un patient, surtout les patients qui ont une tuberculose pulmonaire à microscopie positive, que l'on appelle les malades bacillifères, c'est-à-dire qui, quand ils toussent ou éternuent, ils vont rejeter le bacille de Koch dans les gouttelettes émises lors de l'effort de la toux ou de l'éternuement. Si on traite ces malades, on va couper la transmission de la maladie au sein de la collectivité. Et un autre but du traitement, c'est d'éviter les résistances. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de traiter les patients, mais il faut penser toujours à éviter, à sélectionner des souches de bacilles qui sont résistantes et qui seront alors difficiles à prendre en charge. Les impératifs du traitement sont des impératifs pour le médecin qui prend en charge le patient et des impératifs pour le patient. Les impératifs pour le médecin, c'est on exige du médecin qui va prendre en charge les cas de tuberculose qu'il ait une parfaite connaissance des médicaments utilisés, les antibacillaires. Il faut qu'il connaisse aussi les priorités thérapeutiques. Les priorités thérapeutiques, c'est d'abord la tuberculose pulmonaire à microscopie positive et c'est d'abord les formes graves. Il doit avoir une bonne connaissance du programme national de la lutte antituberculeuse en ce qui concerne ses structures, les moyens dont il dispose et les programmes qu'il élabore. Il doit avoir une bonne connaissance des conduites à tenir devant des cas particuliers comme nous allons le voir par la suite. Par exemple, conduite à tenir devant une toxicité des antibacillaires, conduite à tenir chez la femme enceinte, conduite à tenir chez l'enfant, conduite à tenir chez l'insuffisant rénal, chez l'insuffisant hépatique, autant de cas particuliers qui méritent une bonne connaissance avant de commencer le traitement antibacillaire.
Et le médecin, un autre impératif pour le médecin, c'est qu'il doit connaître et pouvoir réaliser l'éducation sanitaire, bien sûr, du patient, mais aussi de l'entourage du patient. Les impératifs pour le patient pour faire réussir le traitement antivacillaire, c'est qu'il doit observer une régularité du traitement, il doit savoir quand il doit consulter, et ça c'est le rôle du médecin qui va lui dire quand est-ce qu'il doit penser à consulter. Par exemple, quand il constate une intolérance des antivacillaires, quand il constate une stagnation de son poids, par exemple, ce sont deux situations dans lesquelles il doit consulter, il ne doit pas attendre son rendez-vous normal et il doit connaître comment éviter la contamination de l'entourage. Lui, il est malade, mais il doit participer en évitant la transmission de la maladie au sein de la collectivité. Les bases biologiques du traitement antivacillaire. Le traitement antivacillaire, les protocoles thérapeutiques sont élaborés en tenant compte de ces bases biologiques. Le fait que le bacille de Koch se multiplie une fois toutes les 20 heures, ce qui est dit ici dans cette diapositive par multiplication lente, justifie la prise unique du traitement antivacillaire par jour. Et puisque chaque souche présente de façon naturelle des résistants mutants, ceci justifie l'association de... Puisqu'il y a plusieurs populations bacillaires différentes, comme nous avons déjà vu sur une diapositive précédente, les populations A, B, C et D, on doit utiliser une association médicamenteuse d'antibacillaires qui va agir sur les différentes populations bacillaires. Sur cette diapositive, on voit que la population A, la population de bacilles extracellulaires, qui se trouve principalement dans les parois des cavernes, qui se multiplient rapidement, c'est une population qui est sensible à la rifampicine et à l'isoniazide. Cette population est responsable de la contagiosité de la maladie et elle est responsable aussi de la diffusion de la maladie, par exemple au niveau des poumons, une extension vers les autres parties des poumons. La population B, qui est une population intracellulaire, elle peut être responsable, si elle n'est pas traitée, elle peut être responsable des rechutes, en particulier les rechutes précoces. Mais comme c'est une population qui est sensible au pyrazinamide, le pyrazinamide est utilisé dans le protocole dans le but de détruire ces bacilles intracellulaires et ainsi prévenir les rechutes. La population C est une population intracellulaire, intra- et extracellulaire à multiplication lente. Elle est sensible à la rifampicine. Par contre, la population D, qui est faite de bacilles de Koch dormants, qui ne se multiplient pratiquement pas, aucun antibacillaire n'agit sur ces BK, et cette population peut être responsable de l'apparition de rechutes en cas de défaillance immunitaire. Donc, on voit déjà à partir de cette diapositive les bases du traitement qui doit comporter au moins la rifampicine et l'isoniazide en tant que puissants antibacillaires et le pyrazinamide pour agir sur la population intracellulaire au moins durant la phase d'attaque. Dans cette diapositive, nous avons la classification des antibacillaires
La classification des antibacillaires, nous avons le groupe 1, le groupe 2, 3, 4 et 5. Mais pour vous, à votre stade, vous êtes amené à connaître les antibacillaires du groupe 1. C'est-à-dire que vous devez avoir une connaissance assez complète des antibacillaires suivants, des 4 antibacillaires suivants. L'isoniazide, la rifampicine, l'éthambutol et le pyrazinamide. Donc, je répète, l'isoniazide, la rifampicine, pyrazinamide. Nous allons revoir dans les diapositives qui viendront les détails que vous devez connaître concernant ces antibacillaires. Le groupe 2, ce sont les antituberculeux injectables, tels que la kanamycine et la micacine, ainsi que la streptomycine, les fluoroquinolones, la lévofloxacine, la moxifloxacine et l'ofloxacine, les antituberculeux oraux bactériostatiques de deuxième intention et les antituberculeux. Au groupe 5, c'est des antituberculeux dont l'efficacité n'est pas vraiment claire, mais qui sont utilisés chez les patients qui ont des tuberculoses à bacilles résistants. Les antituberculeux de groupe 1, ils comprennent deux antibacillaires majeurs, ce sont l'isoniazide et la rifampicine. Ils ont une activité bactéricide puissante. Le pyrazinamide a une action surtout sur la population bacillaire intracellulaire. L'éthambutol a une action plutôt bactériostatique. Concernant maintenant la posologie et la présentation des antibacillaires du groupe A, du groupe 1. Donc, nous avons sur cette diapositive les recommandations de 2020 pour la posologie journalière des médicaments antibacillaires de première ligne. Donc, vous devez retenir surtout la troisième colonne, surtout le traitement de la tuberculose chez l'adulte, l'adolescent et l'adulte, et surtout la dose moyenne. Apprendre par cœur la posologie, je dis bien la posologie moyenne, ce n'est pas toute la fourchette. Par kilo par jour. La rifampicine, c'est 10 mg par kilo par jour. Et le pyrazinamide, 25 mg par kilo par jour. Et enfin, l'éthambutol, 15 mg par kilo par jour. Et il faut retenir les doses maximales journalières à ne pas dépasser 300 mg pour l'isoniazide, 600 mg pour la rifampicine, 2000 mg pour le pyrazinamide et 1200 mg pour l'éthambutol. On voit que les posologies sont plus élevées. C'est remarqué par exemple pour l'isoniazide, si pour l'adulte on donne 5 mg par kilo de poids, chez l'enfant, c'est plutôt 10 mg par kilo par jour. Pour la rifampicine, chez l'adulte, nous avons dit 10 mg par kilo par jour. Chez l'enfant, c'est plutôt 15 mg par kilo par jour. Pour le pyrazinamide, 25 mg par kilo par jour chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est 35 mg par kilo par jour. Et pour l'éthambutol, on donnera uniquement 15 mg par kilo par jour en moyenne. Donc, je répète, vous êtes amené à apprendre par cœur, surtout la colonne 3, les doses moyennes,
et bien entendu la dose maximale à ne pas dépasser qui est dans la colonne 4. Pour le nombre concernant le nombre de comprimés, ça juste comprendre, parce que vous aurez ces documents lorsque vous aurez à prendre en charge des malades tuberculeux. Sur cette diapositive, nous avons le nombre de comprimés nécessaires par tranche pour les nouvelles formulations combinées des antituberculeux de première ligne chez l'enfant. Donc, je vais expliquer ça d'abord. Cette diapositive concerne les enfants qui ont un poids inférieur à 25 kg. Ça, c'est la première information. Cette diapositive concerne les enfants dont le poids est inférieur à 25 kg. Deuxièmement, elle concerne les antibacillaires en association, les antibacillaires associés dans le même comprimé, dans les nouvelles formulations, et ces nouvelles formations, ils sont apparus depuis 2020, parce qu'il y avait aussi les formulations combinées des antituberculeux de première ligne avant 2020. Ça, ce sont les nouvelles formulations. Pour ces nouvelles formulations, nous avons ce tableau qui va nous dire, pour l'enfant qui pèse, par exemple, entre 4 et 7 kg, on va lui donner durant la phase intensive un comprimé de l'association rifampicine-isoniazide-pyrazinamide, le RHZ 75, 50, 150 mg, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc ça, c'est les nouvelles formulations combinées. Parce qu'il y a une phase transitoire dans laquelle on risque de trouver dans les hôpitaux et les centres de santé les deux formulations. La nouvelle formulation, celle-là qui est apparue depuis 2020, et la suivante. Et toujours, donc vous remarquez que c'est toujours chez l'enfant qui a un poids inférieur à 25 kg. Et le tableau, l'intitulé dit nombre de comprimés nécessaires par tranche de poids et par jour pour les formulations combinées des antibiotiques encore utilisées jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que ce sont des formulations anciennes comparativement à celles-là. Donc, durant cette période de transition, si on a les formulations nouvelles qui sont apparues depuis 2020, on va utiliser ce tableau. Si c'est les anciennes avant 2020, on utilisera plutôt ce tableau. Et si vous remarquez pour la forme combinée RHZ, par exemple, pour les anciennes, nous avons 60 mg de rifampicine, 30 mg d'isoniazide et 150 mg de pyrazinamide dans le même comprimé. Là, nous avons plutôt 75 mg de rifampicine, 50 mg d'isoniazide et 150 mg de pyrazinamide. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces tableaux pour l'examen de troisième année de médecine. C'est des informations pour que vous soyez avertis et vous pouvez prendre en charge plus tard des malades tuberculeux en se référant à ces tableaux. Le tableau numéro 5, il nous donne le nombre de comprimés nécessaires par tranche d'âge et de poids et par jour pour les formulations combinées utilisées chez l'enfant qui a un poids supérieur à 25 kg, mais également chez l'adolescent et chez l'adulte. Et ces formulations n'ont pas changé, c'est pourquoi il y a un seul tableau. Donc, et nous avons la tranche de poids. Dans la deuxième colonne, la phase intensive et le nombre de comprimés
associant les 4 antibacillaires ou les 3 antibacillaires en fonction de l'indication RHZE ou bien RHZ, et il nous donne le nombre de comprimés durant la phase intensive qui est de l'ordre de 2 mois. Et la colonne numéro 3 nous donne le nombre de comprimés pour la phase de continuation. Maintenant, nous allons voir les effets secondaires des antibacillaires. Les antibacillaires peuvent avoir des effets secondaires mineurs. Ce sont des effets secondaires transitoires qui n'imposent pas l'arrêt de traitement, l'arrêt du médicament incriminé, et qui en général régressent soit spontanément, soit par un traitement symptomatique, soit après adaptation de la posologie. Donc, pour l'adaptation de la posologie, nous avons dit qu'il y a une posologie moyenne, mais nous avons une fourchette. On peut diminuer la posologie, bien sûr, tout en respectant la fourchette que nous avons vue dans la diapositive de la posologie des antibacillaires. Les effets secondaires peuvent être majeurs, c'est-à-dire des effets secondaires graves qui mettent en jeu le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. À ce moment-là, il est utile d'arrêter le traitement antibacillaire incriminé, et on peut soit l'arrêter définitivement, surtout quand il s'agit d'une réaction allergique, immunoallergique, ou bien on peut l'arrêter dans un premier temps et essayer de le réintroduire par la suite, et surtout en utilisant des techniques de tolérance du traitement de cet antibacillaire. Les effets secondaires peuvent être pour l'isoniazide. L'isoniazide a une toxicité hépatique, principalement une toxicité hépatique qui va se traduire cliniquement par des nausées, des vomissements, par un subictère ou carrément un ictère, mais c'est surtout le bilan biologique qui va nous montrer une élévation des transaminases, en particulier les azates et les alates. Il peut être responsable d'une hypersensibilité cutanée qui va se traduire par un prurite et éventuellement des lésions cutanées, d'hypersensibilité cutanée. Il peut entraîner une neuropathie périphérique qui va se traduire par une paresthésie des membres inférieurs, surtout chez les patients prédisposés à faire la neuropathie périphérique, et qui sont les éthyliques, les patients éthyliques, mais aussi les patients dénutris ou qui ont une pathologie chronique, telle que les diabétiques par exemple, qui sont disposés à faire la neuropathie périphérique. L'isoniazide peut entraîner un lupus induit et il peut être responsable de troubles digestifs. De toute façon, les troubles digestifs sont fréquents avec le traitement antibacillaire pour l'ensemble des antibacillaires. Ils peuvent être à type de douleur abdominale, de ballonnement, de vomissement ou de diarrhée. Et en fonction de la gravité de ces troubles digestifs, on peut décider la conduite à tenir vis-à-vis de cet antibacillaire. La rifampicine a également une toxicité hépatique, en particulier une cytolyse hépatique comme l'isoniazide. Elle peut être responsable de troubles digestifs, mais la rifampicine se caractérise par les réactions immunoallergiques. Ces réactions immunoallergiques peuvent être très graves. Elle peut être à l'origine d'un syndrome pseudo-grippal qui comprend une asthénie, des arthralgies, des myalgies. Les accidents graves peuvent être une hypersensibilité cutanée grave, un purpura thrombopénique, donc le patient qui va présenter un purpura
identifié au niveau de la peau. Et quand on fait la numération, quand on fait la numération en formule sanguine, on va constater une thrombopénie immunoallergique. On peut trouver également une anémie hémolytique dans les accidents immunoallergiques liés à la rifampicine ou parfois un choc anaphylactique. Les effets secondaires du pyrazinamide. Le pyrazinamide a une toxicité hépatique et il se caractérise, lui, par une élévation du taux de l'acide urique. Les patients qui sont sous pyrazinamide ont fréquemment des taux d'acide urique qui sont élevés, en général autour de 100-110 mg par litre. Lorsque l'élévation de l'acide urique est asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas de symptômes, on peut la respecter. Par contre, si elle est responsable d'arthralgie, nous avons deux possibilités, soit par exemple traiter par un antalgique afin de supporter le pyrazinamide, ou bien donner des médicaments qui vont diminuer le taux de l'acide urique dans le sang, notamment chez les patients qui ont la goutte en tant que maladie. Le quatrième antibacillaire du groupe 1, bien sûr que vous devez connaître également, c'est l'éthambutol. L'éthambutol, il a bien sûr il peut avoir une toxicité digestive, mais il se caractérise, lui, par une toxicité ophtalmique. Et il peut être responsable de ce qu'on appelle la névrite optique rétrobulbaire. La névrite optique rétrobulbaire va être responsable des troubles de la vision des couleurs. C'est le patient qui ne peut plus faire la distinction entre le rouge et le vert. Donc, quand on met un patient, avant de mettre un patient sous éthambutol, il faut s'assurer qu'il n'a pas d'abord d'antécédents ophtalmologiques et ensuite, il faut faire un examen ophtalmologique régulier pour détecter la névrite optique rétrobulbaire à un stade précoce. Maintenant, concernant les contre-indications. Les contre-indications, quand il y a une allergie, normalement tous les antibacillaires, si nous avons une allergie vis-à-vis d'un antibacillaire, il est préférable de l'éviter, sauf si sa place elle est vraiment importante au niveau du protocole thérapeutique, et à ce moment-là, on peut induire une tolérance du traitement. Mais sinon, pour tous les antibacillaires, si une allergie est déclarée vis-à-vis d'un antibacillaire, il est préférable de l'éviter. L'insuffisance hépatique grave est une contre-indication pour l'usage du pyrazinamide, de la rifampicine et de l'isoniazide. Pourquoi? Parce que ces trois antibacillaires ont une toxicité hépatique, ont des effets secondaires sur le foie, et on peut se rabattre alors sur d'autres antibacillaires des autres groupes, tels que par exemple la streptomycine, l'éthambutol ou les autres antibacillaires. Chez les patients qui ont une goutte, le pyrazinamide peut être contre-indiqué, mais là, la contre-indication n'est pas formelle. On peut avoir une goutte, mais le patient est sous traitement et le taux de l'acide urique dans le sang est normal. On peut prescrire le pyrazinamide, surtout pour son effet sur la population intracellulaire, puisque c'est un antibacillaire qui va permettre de réduire le risque de rechute. Chez les patients qui ont déjà des troubles visuels, il est préférable d'éviter l'éthambutol. Et chez les patients qui ont une psychose maniaco-dépressive, il est préférable d'éviter l'isoniazide. L'isoniazide est contre-indiqué chez ces malades.
maintenant pour les interactions médicamenteuses. L'isoniazide interfère avec le métabolisme de la vitamine B6 et chez les patients qui ont une neuropathie, il est préférable de donner la vitamine B6 chez ces malades, mais loin de la prise de l'isoniazide. En général, le traitement antibacillaire est prescrit le matin, donc l'isoniazide va être pris par le patient le matin et la vitamine B6 va être donnée le soir. Une supplémentation en vitamine B6 va être donnée le soir pour pallier à la baisse de la vitamine B6 chez ces patients. La rifampicine est un puissant inducteur enzymatique, donc il permet l'accélération du métabolisme d'un certain nombre de médicaments qu'il convient d'augmenter la posologie. Donc, quand on prescrit la rifampicine, il faut penser à augmenter la dose des médicaments qui sont métabolisés par le foie, ou bien il faut penser à changer carrément la famille thérapeutique. C'est le cas des hypoglycémiants oraux, c'est le cas des antivitamines K, c'est le cas des digitaliques, c'est le cas des corticoïdes, c'est le cas des contraceptifs oraux, et c'est le cas des inhibiteurs de la protéase utilisés dans le traitement du sida. Donc, une mention particulière concernant la contraception orale, chez la femme en âge de procréer qui a une tuberculose. Donc, quand on va choisir dans le protocole la rifampicine, il faut adresser la patiente en gynéco-obstétrique pour changer de moyen contraceptif si elle est sous contraception orale. Sinon, la contraception orale est inefficace et le risque de tomber enceinte chez la patiente est élevé. Donc, chez une patiente qui a en âge de procréer sous contraceptifs oraux, qui a contracté une tuberculose, quand le protocole thérapeutique comprend la rifampicine, on adressera la patiente pour changer de moyen de contraception. Les autres antituberculeux, ce sont les autres groupes. Donc, nous avons touché un mot tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais vous pouvez vous familiariser avec les noms. C'est le cas du thionamide, qui est un apparenté à l'éthionamide, l'éthambutol. La kanamycine, la micacine et la capreomycine, ce sont des molécules injectables, ce sont des quinolones. Ce sont les fluoroquinolones, l'ofloxacine, la lévofloxacine et la moxifloxacine. Ce sont des antibiotiques de la famille des quinolones. Je disais, pardon. La kanamycine, la micacine et la capreomycine, ce sont des aminosides. Ils n'existent que sous forme injectable. Ils ont une toxicité rénale et une toxicité auditive. Maintenant, les fluoroquinolones, ce sont l'ofloxacine, la lévofloxacine et la moxifloxacine. Ce sont des antibiotiques qui peuvent être prescrits pour des infections respiratoires non tuberculeuses. Et là, il faut faire attention. Il faut éviter les quinolones chaque fois qu'on pense à la tuberculose et que l'éventualité de la tuberculose n'a pas été écartée, afin de pouvoir préserver ces molécules pour traiter les cas de tuberculose résistante. La cyclosérine, le para-aminosalicylate, le PAS, et la clofazimine sont des antibacillaires qui sont réservés au traitement de la tuberculose à bacilles résistants.
Ces médicaments sont moins efficaces que les antibacillaires du groupe 1. Ils sont plus toxiques et nécessitent des durées de traitement beaucoup plus longues. Et ils sont utilisés en cas de tuberculose à bacilles résistants. Les traitements adjuvants, ce sont les traitements que nous pouvons associer au traitement antibacillaire. On peut parfois associer des corticoïdes pour combattre l'inflammation associée à la tuberculose. Les corticoïdes sont donnés à la posologie de 0,5 mg de prednisone par kilo par jour ou équivalent pendant 4 à 8 semaines. Les indications de la corticothérapie en matière de tuberculose sont la péricardite tuberculeuse. On espère qu'avec le traitement antibacillaire et qu'avec la corticothérapie prescrite durant les 4 à 8 semaines du début au début du traitement, on espère qu'avec ce traitement, arrêter l'évolution de la péricardite vers ce qu'on appelle la péricardite constrictive. La péricardite constrictive se caractérise par un aspect fibreux du péricarde qui peut être calcifié et qui va gêner la diastole, c'est-à-dire que les cavités cardiaques ne peuvent pas se dilater durant la diastole pour assurer leur fonction. Et pour éviter cette situation qui est la péricardite constrictive, on peut prescrire les corticoïdes en association aux antibacillaires durant les premières semaines du traitement antibacillaire. La corticothérapie peut être indiquée peut être discutée dans la primo-infection tuberculeuse avec des adénopathies volumineuses ou compressives pour réduire l'inflammation, sauf si l'adénopathie est en pré-fistulisation, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de se rompre. Il vaut mieux ne pas prescrire de corticoïdes, sinon elle va fistuliser. Et comme elle est volumineuse, il y aurait une inondation de l'arbre trachéobronchique du nourrisson par le cas échéant, avec un risque d'asphyxie. La corticothérapie peut être discutée en cas de méningo-encéphalite et en cas de miliaire suffocante, c'est-à-dire une miliaire qui s'associe à un retentissement fonctionnel avec une pression partielle de l'oxygène inférieure à 60 mm de mercure. Une miliaire tuberculeuse qui va entraîner une insuffisance respiratoire aiguë peut être une indication à la corticothérapie en association au traitement antibacillaire. La vitaminothérapie B6, nous avons déjà dit un mot à propos de la vitamine B6. Elle est utilisée comme un traitement préventif chez les patients dénutris, les alcooliques, les diabétiques, les insuffisants rénaux et chez la femme enceinte. La posologie doit être inférieure à 50 mg par jour et la vitamine B6 est administrée loin de la prise de l'isoniazide puisqu'il y a une interaction médicamenteuse entre les deux. Toujours dans le traitement adjuvant, nous avons la chirurgie et les traitements locaux. Ces traitements peuvent correspondre à une ponction et ou un drainage quand nous sommes devant une pleurésie. On va proposer une ponction évacuatrice. Quand nous avons un pneumothorax, dans ce cas, il est préférable de mettre en place un drain pleural. Pour l'acide, on fait une ponction évacuatrice. Pour un abcès froid, c'est plutôt, il faut une mise à plat chirurgicale, une mise à plat avec un drainage de l'abcès.
Et si l'abcès se présente bien pour un drainage, on peut se contenter d'un drainage. Donc, toujours dans les moyens adjuvants, la chirurgie et les traitements locaux, la chirurgie peut être proposée dans certaines situations. C'est le cas d'un tuberculome du cerveau, où à ce moment-là, la chirurgie, en cas de tuberculome du cerveau, elle va permettre de réséquer le tuberculome, puisqu'il ne va pas être détruit par les antibacillaires. En cas de tuberculose ostéo-articulaire, en particulier un mal de pote avec des abcès paravertébraux, la mise à plat chirurgicale de l'abcès permet de drainer le pus, et il pourrait, après stérilisation du foyer, elle pourrait consister en un dispositif qui permettra la stabilisation de l'articulation atteinte. Pour la tuberculose multirésistante et peu étendue, ça c'est la tuberculose pulmonaire, si nous avons un patient qui a une tuberculose pulmonaire multirésistante, si le foyer est peu étendu, et si on ne peut pas traiter médicalement cette tuberculose multirésistante, on peut proposer une résection chirurgicale de cette zone malade et comme ça, débarrasser le patient de cette lésion tuberculeuse résistante. La chirurgie est également proposée en cas de complications. Elle peut être proposée en cas de bronchectasie, notamment pour les bronchectasies accompagnées d'une hémoptysie, ou bien elle peut être proposée en cas d'aspergillome. L'aspergillome est une formation mycosique qui va se développer à l'intérieur d'une cavité tuberculeuse détergée, c'est-à-dire une caverne tuberculeuse qui avait été traitée avec une stérilisation et une destruction des bacilles de Koch, mais persistance de la cavité. Et si l'Aspergillus fumigatus vient coloniser cette cavité, il va réaliser ce qu'on appelle un aspergillome qui va libérer des enzymes qui vont détruire les vaisseaux sanguins et entraîner une hémoptysie. À ce moment-là, l'aspergillome compliqué d'hémoptysie constitue une indication à l'exérèse chirurgicale. Concernant les modalités pratiques du traitement antibacillaire, le traitement antibacillaire obéit à un certain nombre de règles. D'abord, le diagnostic de la tuberculose doit être confirmé, ou bien il doit être fortement suspecté. Seulement pour un diagnostic fortement suspecté, il faut associer un ensemble de faisceaux d'arguments et il est préférable de poser le diagnostic dans un collège de médecins et non pas prendre une décision individuelle pour retenir le diagnostic de tuberculose. La deuxième règle, c'est qu'il faut évaluer le terrain, c'est-à-dire qu'il faut évaluer les éventuels tares qui peuvent exister chez le patient. En particulier, rechercher une éventuelle maladie hépatique, maladie rénale, un éventuel diabète, une éventuelle infection par le VIH, etc. Toujours dans les règles de traitement, il faut associer judicieusement au moins 4 antibacillaires pendant la phase initiale de tout régime thérapeutique dans le but de réduire le plus possible la population bacillaire au niveau des lésions et utiliser une posologie adéquate. Toujours dans les règles de traitement, le traitement antibacillaire est pris une seule fois par jour. Tous les antibacillaires sont pris en même temps.
et ils sont pris à jeun, c'est-à-dire avant de prendre le petit déjeuner. Et on demande en général aux patients de, après la prise des antibacillaires, attendre 1h30 à 2h s'ils peuvent avant de prendre leur petit déjeuner pour éviter une malabsorption des antibacillaires. Une autre règle de traitement antibacillaire, c'est la prise régulière des médicaments, c'est-à-dire que si le patient a pris l'habitude de prendre son traitement antibacillaire à une heure donnée de la journée, par exemple à 6 heures du matin, à 7 heures, à 8 heures ou à 9 heures, il est préférable qu'il prenne ses antibacillaires toujours à la même heure. Comme ça, on va observer le cycle de 24 heures pour la prise des antibacillaires. La durée du traitement antibacillaire doit être suffisante. Aussi, nous parlons aussi bien de la phase initiale que de la phase d'entretien. Et cette durée, elle est décidée par l'équipe soignante. Parce que l'équipe soignante, elle connaît le cas, elle connaît le type de la maladie, elle connaît les molécules, les antibacillaires qui sont utilisées dans les protocoles, et elle va pouvoir alors décider la phase d'attaque et surtout la phase d'entretien, la durée de la phase d'entretien. Dans les règles du traitement, la supervision directe de la prise des médicaments constitue la meilleure technique pour s'assurer de la prise effective des médicaments. Et c'est surtout vrai pendant la phase d'attaque. La supervision directe de la prise des médicaments consiste à donner les antibacillaires aux patients et d'assister soi-même pour s'assurer qu'il a pris effectivement les antibacillaires. Elle est faite à l'hôpital lorsque le patient est hospitalisé à l'hôpital et il est fait au centre de santé par l'équipe soignante. C'est le patient qui, quand il viendra chercher ses antibacillaires, il va les prendre devant l'agent responsable de la délivrance des médicaments ou bien par le médecin lui-même. Toujours dans les règles du traitement, il faut réaliser une surveillance régulière du patient. Bien sûr, cette surveillance régulière va concerner la vérification de la tolérance des antibacillaires et la vérification de l'efficacité des antibacillaires. Maintenant, concernant le lieu de traitement antibacillaire. Le traitement antibacillaire est principalement un traitement ambulatoire, c'est-à-dire que les hospitalisations vont être laissées pour des cas particuliers. Le traitement, il est principalement ambulatoire, il est fait au niveau des CDT-MR, les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, que l'on appelle en abrégé les CDT-MR, les centres de santé et les dispensaires. L'hospitalisation des malades qui ont une tuberculose est réservée au cas d'échec. Nous allons définir qu'est-ce que l'échec par la suite. Les formes compliquées, donc ce sont les tuberculoses avec des complications. Les formes graves, vous connaissez maintenant quelles sont les formes graves, telles que par exemple la miliaire tuberculeuse, la méningite tuberculeuse, l'intolérance médicamenteuse. Donc, si on avait commencé en ambulatoire un traitement antivacillaire, mais que le patient ne tolère pas les médicaments, à ce moment-là, on est amené à hospitaliser le malade et vérifier ce qui se passe. L'hospitalisation peut être indiquée en cas de problème d'accessibilité au traitement. Si le patient trouve des difficultés, par exemple, il habite très loin d'un centre de santé, à ce moment-là, dans la mesure du possible, si on peut l'hospitaliser et lui faciliter l'accès aux médicaments, ce serait un service rendu aux patients.
Maintenant, qui prescrit le traitement antituberculeux? Donc ça, c'est une phrase qui émane des directives du programme national de lutte antituberculeuse de 2020 qui dit que bien que le diagnostic des cas de la tuberculose peut être fait par les médecins généralistes ou spécialistes, que ce soit du secteur sanitaire public ou privé, la prescription et la validation du traitement antituberculeux et la surveillance de son efficacité et du ressort du médecin pneumophysiologue au niveau des CDTMR ou des centres hospitaliers pour les cas de tuberculose toute forme. Et une dérogation peut être faite pour le médecin généraliste qui a été formé au niveau des CSI pour les cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmés. Donc, pour la prise en charge de la tuberculose, il est du ressort, nous parlons maintenant de la prise en charge thérapeutique. Je ne parle pas de la phase du diagnostic. Le diagnostic, il peut être fait par l'ensemble des médecins. Maintenant, pour le traitement, quel protocole choisir et quelle posologie et quelle durée, elle doit être faite. Le premier responsable, c'est le pneumophysiologue du centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires. Toutefois, le médecin généraliste peut assurer cette prise en charge s'il a été formé sous la supervision du pneumophysiologue du centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires. Toujours dans les modalités de pratique du traitement, le bilan préthérapeutique n'est pas obligatoire, il est principalement clinique. Les examens complémentaires sont indiqués dans certaines situations. La sérologie HIV est systématique. Il faut savoir que cette notion de systématique, c'est dans les deux sens. Tout malade tuberculeux doit bénéficier d'une sérologie HIV pour rechercher une infection VIH associée. Et en même temps, tout malade diagnostiqué HIV, il doit bénéficier d'une recherche de la tuberculose, en particulier la tuberculose pulmonaire. Les examens complémentaires peuvent être demandés si nous avons un terrain particulier ou s'il y a des signes cliniques. On peut demander un bilan hépatique en cas d'antécédent hépatique chez le sujet âgé, chez le sujet éthylique, chez la femme enceinte, chez les patients qui ont une infection par l'HIV et chez les malades qui ont un traitement potentiel. La glycémie peut être demandée si on suspecte un diabète. Sinon, les examens paracliniques ne sont pas obligatoires avant de démarrer un traitement antibacillaire. Le bilan préthérapeutique, il est principalement un bilan clinique. Maintenant, la définition des cas de tuberculose. Donc, quand on dit un nouveau cas, cela veut dire que le patient n'a jamais reçu de traitement antituberculeux ou bien il a reçu un traitement antituberculeux durant une période de moins d'un mois. On le considère toujours comme un nouveau cas. On dit un cas d'échec quand nous sommes devant un patient qui a été mis sous traitement, mais dont l'examen bactériologique des expectorations reste positif tout au long du traitement ou qui redevient positif après une phase de négativation transitoire, et ceci au 5e mois. C'est-à-dire que si on arrive jusqu'au 5e mois
et que les recherches de BK sont positives, qu'ils aient resté positifs durant les 5 mois ou qu'il y avait une phase de négativation puis de repositivité des recherches de BK à l'examen direct, on conclut à un cas d'échec. La rechute, c'est un cas de tuberculose pulmonaire traité antérieurement et déclaré guéri ou déclaré traitement achevé. Il y a une petite différence entre les deux. On dira qu'une tuberculose est guérie si nous avons tous les critères réunis, une évolution clinique favorable, un nettoyage radiologique et des recherches de BK négatifs en fin de traitement. Ou bien, si nous n'avons pas ces éléments, on dira que le traitement a été achevé. Il a terminé le protocole et le traitement a été arrêté. Si un cas est déclaré guéri ou le traitement est achevé et le traitement antibacillaire a été arrêté, et après une certaine durée, si le patient refait de nouveau des signes cliniques radiologiques et éventuellement une positivité des recherches de BK, on dira alors qu'il s'agit d'un cas de rechute. Et l'abandon est défini par un cas d'interruption du traitement de plus de 2 mois. Donc, si un malade a été mis sous traitement antibacillaire, il se peut qu'il prenne le traitement pour quelques semaines ou quelques mois, mais qu'il l'interrompe lui-même si cet abandon, l'interruption du traitement a duré plus de 2 mois, on conclut à un abandon. Et la prise en charge de l'abandon est une prise en charge particulière. Elle est adaptée à cette situation d'abandon. Toujours dans les définitions de cas, on dira une tuberculose multirésistante ou MDR-TB, multidrug resistant TB, tuberculosis, une tuberculose qui est en rapport avec des bactéries résistantes à l'isoniazide et à la rifampicine au moins. C'est-à-dire, quand on dira une tuberculose multirésistante, on définit la tuberculose multirésistante par la résistance à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide. Pour la tuberculose ultra-résistante, le terme est réservé au cas de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire il y a une résistance à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, avec en plus une résistance à une fluoroquinolone et à au moins un des médicaments injectables de deuxième ligne, la capreomycine, la kanamycine ou l'amicacine. La tuberculose pulmonaire multirésistante et la tuberculose ultra-résistante se voient surtout chez les malades traités à plusieurs reprises. C'est-à-dire que plus on est amené à traiter plusieurs fois les antibacillaires, on risque de voir se développer ces cas de tuberculose multirésistante et ultra-résistante chez les patients. Et ce sont des cas difficiles à traiter avec des échecs fréquents. Ces cas sont pris en charge dans les centres spécialisés. Maintenant, nous allons voir les régimes thérapeutiques. Donc, j'ai mis ici les dernières recommandations de 2020 du Programme national de la lutte anti-tuberculose. Donc, vous avez ici les régimes thérapeutiques dans ce tableau, le schéma thérapeutique préconisé pour traiter des nouveaux cas de tuberculose chez l'enfant. Donc, c'est juste pour que vous savez ce qu'on peut proposer pour l'enfant, mais vous n'êtes pas obligé de connaître parfaitement
la prise en charge de l'enfant. Par contre, l'adulte, oui. Donc, nous avons, je parle des questions d'examen. Pour l'examen, je poserai la prise en charge de l'adulte, pas pour l'enfant. Donc, les schémas thérapeutiques préconisés pour traiter les nouveaux cas de tuberculose chez l'enfant. Donc, vous avez le tableau avec la colonne de gauche, la première colonne, qui nous dit la catégorie de diagnostic de la tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement, c'est-à-dire basée sur les données de la clinique, de l'imagerie et de la biologie non spécifique, ou bien d'une forme non sévère de tuberculose extra-pulmonaire, TEP, tuberculose extra-pulmonaire, ganglionnaire, intrathoracique, ganglionnaire périphérique. Donc, on utilisera le protocole. Durant la phase d'attaque, 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et 4 mois de rifampicine, isoniazide. Et ainsi de suite. Donc, vous avez dans la colonne de gauche la catégorie de tuberculose et dans la colonne du milieu la phase, le régime thérapeutique de la phase d'attaque et dans la colonne de droite le régime thérapeutique de la phase d'entretien. Contre ce tableau, oui, les schémas thérapeutiques préconisés pour traiter les nouveaux cas de tuberculose chez l'adolescent et l'adulte. Donc, nous avons, pour la tuberculose pulmonaire confirmée, pour la tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement, pour la tuberculose pulmonaire avec des cavernes qui sont visibles à la radiographie ou au scanner, avec atteinte étendue du parenchyme pulmonaire, et toutes les tuberculoses extrapulmonaires, à l'exception des formes neuroméningées et ostéo-articulaires, le traitement, le régime thérapeutique proposé, c'est durant la phase d'attaque, on utilisera 2 mois d'association rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tombitol. Pour les posologies, vous avez déjà un tableau qui donne la posologie en fonction de la tranche de poids. Et durant la phase d'entretien, toujours pour ce premier groupe, c'est 4 mois d'association rifampicine, isoniazide. Donc pour une durée totale de 6 mois. Pour le deuxième groupe dans ce tableau, nous avons la tuberculose ostéo-articulaire, la tuberculose neuroméningée et la tuberculose miliaire. La phase d'attaque est la même, 2 mois d'association rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et tombitol, mais la phase d'entretien, elle est beaucoup plus longue, elle est de 7 mois. Et la durée totale dans ce cas, c'est 9 mois de traitement antibacillaire. Toujours dans les modalités pratiques de traitement. La surveillance du traitement permet d'évaluer l'efficacité du traitement, de réajuster la posologie selon le poids, de dépister et de prendre en charge les effets secondaires des médicaments. Le rythme de la surveillance est, pour la surveillance clinique, on propose une surveillance au début de la phase initiale, par exemple HJ1, à la fin de la phase initiale, au cours de la phase d'entretien, à la fin du traitement et en cas de problème. Donc, pour résumer, nous nous mettons dans le cas d'un traitement commun d'une durée de 6 mois en général. 2 mois pour la phase d'attaque et 4 mois pour la phase d'entretien. On peut proposer comme rythme de surveillance J0 ou J1, c'est-à-dire le premier jour où on voit le patient.
on le voit à la fin du 2e mois, à la fin de la phase d'entretien. On le verra au 4e mois, à la fin du 4e mois, c'est le milieu de la phase d'entretien. Et à la fin du 6e mois, c'est la fin du traitement. Ce qui revient à dire que le patient va être observé, va être surveillé une fois tous les 2 mois. Ça, c'est pour la clinique. Pour la bacilloscopie, c'est-à-dire la recherche du bacille de Koch par l'examen direct, c'est ça la bacilloscopie. La bacilloscopie, c'est la recherche du bacille de Koch à l'examen direct par microscopie optique. La bacilloscopie, c'est le même rythme que pour la clinique, pour les patients qui ont une tuberculose à microscopie positive. Et la radiographie thoracique, elle peut être faite au début du traitement et en fin du traitement. Maintenant, concernant la supervision directe du traitement, ce qu'on appelle le DOS, Directly Observed Treatment Short Course. Donc, la supervision directe du traitement de courte durée. La supervision du traitement est proposée durant la première phase, la phase d'attaque pour les tuberculoses pulmonaires à microscopie positive, et la supervision doit être totale si nous sommes en train de traiter un cas d'échec ou un cas chronique. Pour les résultats du traitement, les médecins sont appelés à utiliser la même terminologie. Donc, on dira une guérison pour une tuberculose pulmonaire à microscopie positive si les conditions suivantes sont réunies. Le traitement a été correct en ce qui concerne le choix du régime et les posologies. La prise des médicaments a été régulière, la durée a été suffisante et on avait fait les recherches de BK en fin de traitement et ils se sont révélés négatifs. À ce moment-là, on conclut, on dira patient traité et guéri. Sinon, et notamment pour les tuberculoses pulmonaires à microscopie négative et pour les tuberculoses extrapulmonaires, on utilisera la terminologie le traitement est achevé. Cela signifie que nous avons terminé le traitement, mais nous ne pouvons pas prononcer sur la guérison. Les cas d'échec, ce sont des cas de tuberculose pulmonaire dont l'examen bactériologique des expectorations restent positives tout au long du traitement jusqu'au 5e mois ou plus, ou redevient positif en mêmes échéances après une négativation transitoire. Nous avons déjà défini le cas d'échec auparavant. Nous avons déjà également défini qu'est-ce que l'abandon. L'abandon, c'est un abandon, une interruption du traitement antivacillaire durant une période de plus de 2 mois. Et les perdus de vue, ce sont des patients qui ne viennent plus consulter. Ce sont les termes qu'on utilise dans les dossiers des malades et pour les notifier. Voilà, donc nous avons terminé la première partie de la tuberculose qui était réservée à l'épidémiologie, à la physiopathologie, aux formes cliniques, aux moyens du diagnostic positif et au traitement. Et maintenant, nous allons entamer un chapitre toujours qui concerne la tuberculose, mais qui concerne l'organisation de la lutte anti-tuberculose. Les objectifs de la lutte anti-tuberculose est de réduire la transmission du bacille dans la collectivité. Donc, réduire de 50% l'incidence des cas contagieux et éradication en 2050 de la tuberculose
en arrivant à un cas pour 1 million d'habitants. Les activités de la lutte antituberculeuse comprennent le dépistage. D'abord, le dépistage. L'objectif du dépistage, c'est identifier les sources de contamination. Parce que là, nous sommes dans une logique de médecine de la population. On doit, parmi les objectifs principaux de la lutte antituberculeuse, c'est identifier parmi les malades les sources de transmission de la maladie au sein de la population. On ne cherche pas à identifier dans un premier temps les cas négatifs qui ne sont pas contagieux et qui ne posent pas de problème pour la collectivité, mais priorité pour les patients qui sont contagieux. La population cible de ce dépistage, c'est les sujets consultant pour une toux persistante plus de 2 semaines accompagnés ou non d'expectoration. Les sujets contacts d'un cas de tuberculose à microscopie positive ou d'une primo-infection tuberculeuse. Les sujets avec HIV positif ou les sujets qui ont une radiographie thoracique suspecte faite de façon systématique. Les modalités du dépistage, bien sûr, on commence par l'interrogatoire, l'examen clinique du patient suspect. On demande une radiographie thoracique, un examen bactériologique des expectorations en cas de signes cliniques ou radiologiques de suspicion de tuberculose pour les adultes, un test tuberculinique pour les enfants, et si le dépistage est négatif, on sensibilise le sujet contact à consulter au moindre signe clinique fonctionnel. C'est-à-dire que si on a fait le dépistage autour d'un cas, on n'a rien trouvé chez un patient, il n'a aucun symptôme, tant mieux pour lui, mais on va le sensibiliser pour qu'il consulte si jamais il constate par la suite qu'il avait des signes fonctionnels, qu'ils soient respiratoires, extra-respiratoires ou généraux. La deuxième activité de la lutte antituberculeuse, c'est la deuxième priorité de la lutte antituberculeuse, c'est le traitement des malades. Et la priorité est donnée pour la tuberculose pulmonaire à microscopie positive parce qu'elle constitue une source de contagiosité pour la population. Et toujours dans les activités de la lutte antituberculeuse, en plus du traitement, on assure la supervision directe du traitement. Une troisième activité de la lutte antituberculeuse, c'est la prévention. Elle est basée sur l'éducation sanitaire, sur la vaccination et par le traitement de l'infection tuberculeuse latente. En ce qui concerne l'éducation, toujours dans la prévention, l'éducation sanitaire, un certain nombre de messages éducatifs pour le malade et pour la famille. Donc, ces messages éducatifs, ils visent à améliorer la connaissance de la maladie au sein de la population. Donc, ces messages, ce sont des messages que vous connaissez maintenant. Je donne quelques exemples. La tuberculose pulmonaire, maladie grave, mais qui guérit parfaitement lorsque le traitement est bien pris. Ces messages, c'est ce message par exemple, il faut pouvoir les véhiculer pour les patients et pour leur entourage afin de diffuser les connaissances en matière de tuberculose. Et à ce moment-là, on peut espérer réduire l'incidence de cette maladie au sein de la population. Il existe aussi des messages éducatifs concernant la prévention
l'hygiène de vie et l'environnement. Donc, vous avez un certain nombre de messages qu'il faut véhiculer aux patients et à l'entourage. Donc, d'autres messages également. C'était les messages pour le patient. Pour les messages éducatifs concernant la famille, nous avons par exemple veiller à ce que les proches du patient déclarent le moindre symptôme, surtout s'il s'agit d'un enfant, et qu'il se présente à la consultation. Veuillez impliquer la famille pour que le malade se présente à ses consultations. Veuillez impliquer la famille pour que le malade prenne ses médicaments. La troisième activité, à côté de l'éducation, toujours dans la prévention, nous avons la vaccination. La vaccination par le bacille de Calmette et de Guérin. Le bacille de Calmette et de Guérin est utilisé pour la vaccination contre le bacille de Koch. Le principe est le même pour l'ensemble des vaccinations. Le bacille de Koch est une souche de bacille bovin avirulente, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas de maladie, mais il garde ses propriétés antigéniques, c'est-à-dire qu'il va induire une réaction immunitaire qui va sensibiliser l'organisme. Il est introduit par voie intradermique dès la naissance et le vaccin par le BCG a peu d'effet sur la diminution de la tuberculose dans la collectivité. Ça, on le constate. Les enfants sont vaccinés à l'enfance. Tous les enfants sont vaccinés depuis l'enfance. Depuis des décennies, ils sont vaccinés, mais la tuberculose sévit toujours. On sait que la vaccination ne diminue pas l'incidence de la tuberculose dans la collectivité, mais elle permet la diminution des formes graves et des formes disséminées. Ça, c'est l'intérêt de la vaccination par le BCG. Et en général, le BCG, il permet de protéger une dizaine à une quinzaine d'années. Maintenant, la troisième activité, toujours dans la prévention, à côté de l'éducation, à côté de la vaccination, maintenant le traitement de l'infection tuberculeuse latente. Donc, je vais vous projeter ici le diapositive qui donne les recommandations de 2020 pour les groupes cibles et les schémas de traitement de l'infection tuberculeuse latente. Donc, ce ne sera pas une question d'examen parce que c'est une situation particulière et ce sont les spécialistes pneumologues qui doivent gérer ces situations. C'est juste pour votre information personnelle. Sachez que dans les activités de la lutte antituberculeuse, on traite l'infection tuberculeuse latente. Et nous avons dans ces tableaux, nous avons la catégorie du groupe dans la première colonne et le schéma de traitement de l'infection tuberculeuse latente dans la deuxième colonne. Nous prenons par exemple, concernant les sujets contacts, les enfants âgés de moins de 5 ans, donc on considère un enfant âgé de moins de 5 ans, qui sont des contacts étroits avec un cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmé. Mettons-nous par exemple dans le cas d'une femme qui vient de donner naissance à un enfant. Elle présente une tuberculose pulmonaire bacillifère et son bébé il vit auprès d'elle. À ce moment-là, nous sommes dans cette situation. Nous avons vérifié chez ce nourrisson qu'il n'a pas de tuberculose évolutive et quel que soit le statut de l'intradermoréaction à la tuberculine ou des dosages de l'interféron gamma, on est autorisé à proposer pour cet enfant un traitement de l'infection tuberculeuse latente par l'isoniazid quotidiennement pendant
6 mois. Donc ça, c'est juste un exemple. Et nous avons d'autres situations où l'indication du traitement de la tuberculose latente est retenue et la durée de traitement chez l'enfant, c'est 6 mois, chez l'adolescent et l'adulte, c'est 9 mois. Et on prescrit un seul antibacillaire qui est l'isoniazide. La posologie, vous l'avez dans les diapositives précédentes, la posologie de l'isoniazide. Et ça, c'est la suite du traitement de la primo-infection tuberculose latente. Voilà. Donc, nous avons terminé le cours de la tuberculose. Si vous avez des questions sur ce cours, on peut les voir la prochaine séance, mais un mercredi, entre 16h et 18h. Nous aurons 2 autres cours mercredi, l'embolie pulmonaire et l'hémoptysie. Mais si vous avez des questions sur la tuberculose, je peux y répondre la prochaine fois. Merci. À bientôt.